Donc, merci d'être avec nous, de nous rejoindre pour notre webinaire intitulé L'apprentissage collaboratif, le secret d'une culture de formation qui engage vraiment. Donc aujourd'hui, nous allons commencer chez Geniali la semaine de notre événement spécial des Geniali Talks. Donc c'est une semaine durant laquelle nous organiserons différents webinaires pour tous les marchés portant sur différents thèmes, que ce soit donc la gamification, les stratégies de formation, comment mettre en place une formation dans son entreprise, quel thème traiter, quels outils utiliser, etc. Et donc aujourd'hui, nous avons donc l'honneur et le plaisir de commencer cet événement avec le marché français, francophone, et avec 360 Learning qui va pouvoir nous apporter un peu plus d'informations sur le thème que nous avons aujourd'hui à l'ordre du jour, l'apprentissage collaboratif en soi. Donc je vais juste attendre quelques instants avant de commencer. N'hésitez pas dans le chat si vous souhaitez nous saluer, nous dire d'où vous venez, d'où est-ce que vous nous regardez, etc. Hop. Donc, je vous invite également à bien rester jusqu'à la fin et être attentif. On va passer un petit QR code à scanner avec le téléphone. Donc, je ne vais pas faire l'annonce tout de suite de ce que ce sera, mais simplement que vous gardiez votre téléphone sous la main jusqu'à la fin du webinaire. Nous serons également accompagnés dans le chat par nos collègues, donc n'hésitez pas si vous souhaitez également poser des questions ou commenter ce que vous verrez aujourd'hui. Ce sera bien entendu lu et on essaiera d'y répondre au maximum. Il faut savoir également qu'à la fin du webinaire cette semaine, vous recevrez également donc une newsletter pour reprendre un petit peu tous les thèmes qui ont été traités et puis pour vous mettre à disposition le replay des webinaires. Bonjour Chris, depuis Marseille, c'est super. Hop. Il est 11h02, je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement pour ne pas prendre trop de retard et puis qu'il y ait le plus d'informations qui puissent être communiquées aujourd'hui. Alors, merci à tous d'être ici. Donc, le thème du webinaire de ce jour, ça sera l'apprentissage collaboratif, le secret d'une culture de formation qui engage vraiment. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Anna de 360 Learning. Bonjour. Merci Anna d'être ici avec nous et puis de pouvoir nous éclairer sur ce thème assez important et de mode, on va dire, c'est quelque chose qui est vraiment à la page aujourd'hui du thème d'apprentissage collaboratif. Donc avant de rentrer un petit peu plus en détail, on va commencer tout d'abord donc par se présenter. Donc je commence, donc moi je suis Océane, Country Manager des pays francophones chez Geniali. Donc je serai là en tant que présentatrice et co-animatrice du webinaire avec Anna, pardon. Et de mon côté, donc Anna Eliès, ravie d'être là aujourd'hui. Je travaille chez 360 Learning, donc un LMS que vous connaissez déjà peut-être. Je vais pouvoir en parler un petit peu pendant ce webinaire. Et mon rôle chez 360 Learning, c'est Learning Engagement Coach. Donc, je fais partie des équipes de support client pour accompagner nos clients dans le déploiement de la plateforme, la création de contenu, la communication autour de leur formation. Super, merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore toujours beaucoup de monde qui nous rejoignent. On a même des personnes de Madrid, donc en dehors de la France, c'est super. Merci Anna pour ta présentation. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil au menu du jour. Donc, on va commencer avec l'apprentissage collaboratif. Avant de rentrer un peu plus dans le détail du sujet, on va déjà un petit peu définir ces termes-là, savoir de quoi ça traite et illimiter un petit peu également les éléments que nous communiquerons. Ensuite, on verra donc comment mettre en place une culture de formation efficace. Et enfin, en dernière partie, on traitera un petit peu des outils, notamment une présentation sur 360 Learning. Et donc, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer avec l'apprentissage collaboratif. Si tu es prête, Anna, on donne le là et on commence avec la première question. Très bien. Alors, donc pour la première question, pour commencer, donc on pourrait se demander comment est-ce qu'on peut définir l'apprentissage collaboratif? Alors pour moi, la particularité de l'apprentissage collaboratif, c'est vraiment que l'apprenant est acteur de son expérience de formation. Donc comment ça se traduit concrètement? Il va pouvoir tout d'abord donner son avis, tout simplement, réagir, dire si quelque chose lui est utile, n'est plus à jour, etc. Donc il va avoir son mot à dire tout au long de son expérience. Également, il va pouvoir interagir avec le formateur et avec ses pairs. Donc, il y a cet aspect aussi social. Il peut, par exemple, partager ses besoins de formation
pour qu'il soit pris en compte plus tard par le formateur. Et dernier élément, l'apprenant, pour certains, peut même monter en compétence jusqu'à devenir un expert métier et ensuite lui-même créer ses propres cours pour partager son savoir avec les autres. Donc, c'est vraiment pas du tout une vision descendante de la formation. C'est vraiment une vision où experts et apprenants co-construisent ensemble, qui permet aussi de s'adapter très facilement aux besoins des apprenants pour être agile et pouvoir vraiment répondre rapidement à leur demande. Ok, super, merci Anna. Donc, apprentissage collaboratif, c'est un mode d'apprentissage en fait où tout le monde apprend de tout le monde, si je puis dire, aussi bien du formateur que de ses pairs ou des personnes qui sont avec nous ce jour-là dans la formation. Complètement. Super, on va pouvoir passer à la question suivante. Donc, pourquoi ce modèle de formation est-il actuellement à la mode et pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler aujourd'hui? Je pense que pour répondre en une phrase, c'est que l'apprentissage collaboratif va vraiment transformer toute l'expérience employée. Donc, du recrutement à la montée en compétences, en passant par l'onboarding ou alors la mobilité interne. Et cette vision de l'apprentissage, pour aller un peu plus loin maintenant, apporte plusieurs avantages d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue création de contenu et aussi d'un point de vue marketing de la formation. Donc, si je regarde d'un point de vue pédagogique, le fait de mettre l'apprenant au centre de son expérience de formation et vraiment de faire en sorte qu'il soit actif tout le long va être très bénéfique d'un point de vue pédagogique pour l'assimilation des connaissances et aussi pour l'ancrage mémoriel. Deuxième point, d'un point de vue création de contenu, le fait de voir les réactions des apprenants, de les laisser s'exprimer, de pouvoir voir comment ils perçoivent des formations, ce qui aide, ce qui n'est pas forcément évident, etc. Ça va permettre aux auteurs d'améliorer en continu la qualité de leurs cours. Et enfin, d'un point de vue marketing de la formation, et là, c'est vraiment un point qu'on entend assez souvent de la part de nos clients. Historiquement, c'est une partie qui n'est pas forcément évidente toujours. L'apprentissage collaboratif va permettre de donner de la visibilité aux actions de formation. Puisqu'on peut partager des statistiques et des résultats qui sortent directement de la plateforme. Donc, soit on les partage en direct avec les apprenants pour qu'eux aussi voient l'impact de ce qu'ils font. Mais on peut aussi sortir les statistiques de la plateforme et les partager avec la direction pour montrer un peu le retour sur investissement et l'impact concret de ce qu'on fait. On peut aussi féliciter les apprenants quand ils terminent une formation, valoriser le travail des auteurs et même aller jusqu'à lancer et animer des challenges aussi autour d'une formation. Ok, super, merci Anna. Donc, je retiens un peu dans ce cadre-là. C'est vraiment que c'est bénéfique, on va dire aussi bien aux employés. On a une formation qui est peut-être un peu plus designée selon leurs besoins et qui permet également à l'entreprise de communiquer autour de ses actions de formation et pourquoi pas d'inspirer également d'autres entreprises ou de donner un petit peu des exemples de formations qui fonctionnent bien, de permettre à l'entreprise de savoir qu'est-ce qui fonctionne bien et de pouvoir le publier également, de faire du bruit autour de ces actions. Oui, tout à fait. C'est vraiment, d'un point de vue pédagogique, renforcer l'apprentissage. D'un point de vue création de contenu, être dans une démarche d'amélioration continue par rapport à ce qu'on crée et donner de la visibilité, ce qui est souvent assez difficile, aux actions de formation. Super. Et pour toi, ou pour vous, en tout cas chez 360 Learning, qu'est-ce que vous observez en termes de modèle de formation? Selon vous, quel est le modèle de formation idéal aujourd'hui? Alors ça, c'est une question très, très difficile parce que pour ma part, et chez 360 Learning, on reste assez convaincu qu'il n'y a pas un seul modèle qui va correspondre à toutes les situations et à tous les besoins. Chez 360 Learning, en fait, on travaille autour des différents cas d'usage de nos clients. On en a identifié 8. Ça va être l'onboarding, bien sûr, donc un cas d'usage assez classique, peu importe le secteur ou le type d'organisation. La formation client pour certains, la formation des partenaires, la formation commerciale pour les équipes de vente, la formation des équipes terrain qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, ils vont plutôt être sur mobile versus sur un ordinateur. Ça change un peu l'expérience. La formation réglementaire, bien sûr, la formation logicielle et aussi le développement professionnel, donc tout ce qui est management, développement de carrière. Donc vraiment, là, en fonction de ces 8 cas d'usage, on va adapter une formation pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de cette population-là. Donc,
plein de façons différentes de s'adapter. On ne pourra pas faire le tour de tout aujourd'hui, mais pour donner quelques exemples, ça peut être le choix du format de la formation. Est-ce que ça va être en synchrone ou asynchrone? Donc, si je prends un exemple, pour certains sujets, notamment les sujets très théoriques, il va être très intéressant de mettre en place une formation asynchrone, donc un e-learning. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pouvoir créer un module une fois. En quelques clics, on va pouvoir le partager avec des centaines, voire des milliers d'apprenants, et on va pouvoir avoir la main pour mettre à jour, encore une fois, en quelques clics, pour toucher ces centaines ou ces milliers d'apprenants rapidement. Donc, par rapport au temps nécessaire pour former en présentiel des centaines ou des milliers d'apprenants, là, clairement, on est gagnant et ça nous permet d'être agile et de répondre aux besoins plus rapidement. Ensuite, si je regarde pour d'autres besoins, où il y a par exemple besoin d'une mise en pratique notamment, là, il peut être intéressant de mettre en place des formations synchrones, donc soit en présentiel, soit par visioconférence. Et là, vu qu'on aura couvert la théorie préalablement en e-learning, on aura toute la bande passante le jour J, tout le temps à notre disposition pour aller plus loin et pour vraiment profiter du fait d'être sur place, pour avoir des jeux de rôle, des cas d'études, tout ce qui va tirer profit des interactions humaines. Donc voilà, juste un exemple pour montrer comment on peut s'adapter en fonction des différents cas d'usage. En résumé, donc j'ai dit qu'il n'y a pas trop de recettes magiques en fonction des besoins. Il y a quand même un fil conducteur que je vois tout le long, et c'est cette partie justement collaborative. Où en fonction, peu importe les différents cas d'usage, l'utilisation de l'apprentissage collaboratif va à la fois engager les apprenants, permettre la fameuse amélioration continue des cours qu'on a mentionné tout à l'heure, et aussi nous permettre de déceler les experts métiers qui pourront plus tard être créateurs de contenu eux-mêmes. Ok, super, merci Anna. Tu as fait le résumé du coup pour moi de la réponse à cette question. Donc il n'y a pas un seul modèle, mais plusieurs en fait. C'est même pas plusieurs, c'est juste adapter en fait sa formation suivant le public qu'on a en face. Et s'il y a un élément qui est important, c'est l'aspect donc collaboration. Oui, tout à fait. Super. Donc, qu'est-ce que tu constates au niveau de la stratégie de formation des entreprises chez 360 et est-ce qu'elles suivent un peu tout ce modèle, qu'il n'y a pas un seul modèle de formation, qu'il faut vraiment s'adapter au public qu'on a en face et vraiment limite créer la formation sur mesure? Alors, donc mon métier chez 360 Learning, c'est d'accompagner nos clients sur leurs différents projets. Donc, je vois beaucoup de choses de différents secteurs, différentes tailles d'organisation, etc. Et oui, effectivement, on travaille toujours en cas d'usage. Donc, en fonction, voilà, si on est sur un projet d'onboarding, on va l'aborder différemment versus un projet de formation réglementaire. Mais on revient toujours sur cette partie apprentissage collaboratif. Et en fait, ça fait vraiment partie de notre ADN en tant que LMS. Donc, il n'est pas surprenant que pour nos clients, c'est souvent un objectif important quand ils lancent le projet. Et du coup, on travaille dessus ensemble en fixant des objectifs que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, l'engagement des apprenants dans un premier temps, l'amélioration continue des formations et ensuite l'identification des experts métiers pouvant devenir des créateurs de contenu. Bien sûr, ça ne se fait pas en un jour, ça prend un peu de temps, c'est un vrai projet de gestion de changement. Donc, on a tendance à prendre une approche incrémentale, commencer avec l'engagement des apprenants qui pour nous est vraiment la base. Une fois que ça, c'est acquis et vraiment bien accepté, implémenté, on va peut-être passer à l'amélioration continue côté auteur et enfin passer à l'identification des experts métiers. Et c'est là où on va commencer vraiment à se transformer en véritable organisation apprenante. Super, merci beaucoup Anna pour tous ces éléments. Donc, avant de passer à la partie suivante, donc on va résumer un petit peu ce qu'on a vu au niveau de l'apprentissage collaboratif. Donc, pour faire très simple, en une phrase, l'apprentissage collaboratif, l'idée c'est vraiment de mettre l'employé, l'apprenant au cœur des formations et de s'adapter vraiment à ses besoins. L'avantage également de ce type d'apprentissage, c'est qu'on peut permettre des échanges entre les apprenants. Ça permet également un échange de savoir, de connaissances entre eux, mais également avec le formateur et vraiment d'orienter la formation sur les besoins de l'employé. J'ajouterais à ça, c'est cette notion de rendre l'apprenant acteur de sa propre formation.
Quand on est sur l'e-learning, on veut, bien sûr, je pense que toutes les personnes présentes ont dû être confrontées à ça à un moment, on veut éviter le syndrome de je clique sur suivant, je clique sur suivant. On veut pas être dans une posture passive, mais dans une posture active où on répond aux questions, on réfléchit, on met en pratique, on discute avec d'autres apprenants qui suivent la même formation, par exemple. Donc, on met l'interaction au cœur également de la formation. Tout à fait. Super, ben, merci beaucoup pour tous ces éléments, Anna. On va pouvoir passer, si c'est clair pour tout le monde, et s'il n'y a pas de questions dans le chat, à la partie suivante, qui portera plus sur la culture de formation, maintenant qu'on a défini un petit peu le thème de l'apprentissage collaboratif. Et donc, pour cette partie-là, pour toi, Anna, comment se passe la mise en place d'une culture de formation en entreprise? Pour moi, avoir une culture de formation, une vraie en entreprise, implique de reconnaître à tous les niveaux de l'organisation l'importance stratégique de la formation aujourd'hui. Et ce n'est pas juste une reconnaissance symbolique, mais vraiment une conviction où il y a des actions concrètes qui vont en découler, qui vont être guidées par cette conviction. Donc, pour la plupart de nos clients, il s'agit d'un projet de conduite de changement, comme je disais tout à l'heure. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est un projet à part entière, avec des ressources, avec la bande passante dédiée, avec un plan de communication autour, avec voilà, tout ce qui va avec un projet de conduite de changement. Ok, donc on voit que c'est un projet qui doit quand même être bien défini, bien pensé en amont et qui doit être accompagné au moment de sa mise en place. Oui, tout à fait. Peut-être pour donner quelques exemples, j'ai dit qu'il faut des actions concrètes qui découlent de cette conviction que la formation est un enjeu stratégique. Pour donner quelques exemples de nos clients, alors tous ne le font pas, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Ça peut être par exemple l'objectivisation des managers ou même des collaborateurs tout court sur l'activité de formation, ou ça peut être le fait de bloquer systématiquement, voilà, c'est quelque chose à l'échelle de l'entreprise, bloquer du temps, on a un exemple récent, 2 heures par mois pour de la formation. Voilà, vraiment des actions qui montrent l'importance en fait de cet enjeu. Est-ce que depuis le Covid, vous avez remarqué un changement dans ces habitudes? Par exemple, tu as cité le fait que les managers bloquent des créneaux simplement pour des actions de formation. Est-ce que vous, chez 360, vous avez vu des clients qui vraiment ont opéré un changement dans leur façon de former, dans leurs actions de formation? Bien sûr. Ce qu'on a vu avec le Covid, c'est que l'e-learning, évidemment, a connu une montée assez impressionnante. Et c'était bien nécessaire à l'époque parce qu'on n'avait pas la possibilité de se réunir en présentiel. Et depuis maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est revenu dans une situation où on peut vraiment choisir entre les deux, l'e-learning et le présentiel. Et donc, ça devient un choix stratégique et une réflexion stratégique. Aujourd'hui, on va vraiment se poser la question, OK, quel est le plus intéressant pour tel contenu de formation? Si je le fais en e-learning, quels sont les avantages? Si je le fais en présentiel, quels sont les avantages? Quels sont les coûts? Voilà, on va vraiment regarder les deux options et on va choisir le plus intéressant en fonction de la formation. Donc ça, c'est une discussion qu'on a très régulièrement en ce moment avec nos clients. Et une fois de plus, donc c'est le contenu en fait qui va définir le type de formation. Comme on a vu un petit peu auparavant avec les employés, c'est leur besoin qui va définir la formation et l'organisation de celle-ci. Contenu, aussi un petit peu la culture de l'entreprise aussi, bien sûr. Il y a des cultures où la présentielle va avoir plus de valeur symbolique aussi que dans d'autres organisations. Mais oui, effectivement, cette réflexion-là, elle est vraiment d'actualité en ce moment. Super. Merci Anna pour ces éléments de réponse. Et donc, on peut se poser la question, quels sont les enjeux au final de la mise en place d'une culture de formation? Et moi, je pourrais ajouter efficace en entreprise. Comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment la mise en place d'une culture de formation efficace en entreprise, c'est un projet de conduite de changement à part entière. Et comme tout projet de conduite de changement, il faut idéalement donc une équipe, des ressources dédiées en tout cas, avec la bande passante à consacrer à ce projet. Il faut tout simplement le soutien de la direction et des managers. Il faut une communication claire auprès de l'ensemble des parties prenantes. Donc, par exemple, du contexte, pourquoi ce projet, pourquoi maintenant, quels avantages par rapport à la situation actuelle.
des objectifs clairs, plus le partage des résultats quand on a un peu de recul. Voilà, si on partage des objectifs, il est bien de rendre des comptes après aussi pour montrer l'impact de ce qu'on fait. Et je dirais aussi dans la partie communication, des attentes claires. Vraiment, qu'est-ce que j'attends des différentes parties prenantes, quel est l'engagement de chacun, à quoi ça va ressembler concrètement, qui contacter en cas de difficulté. Voilà, pas mal de détails en fait à ce niveau-là pour que tout le monde puisse avancer sereinement. Et je dirais le dernier élément nécessaire aussi, c'est du temps. Du temps dans le sens du temps consacré au projet, mais aussi du temps pour que l'idée fait son chemin, pour que les gens changent leurs habitudes aussi. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Et c'est pour ça que chez 360 Learning, on accompagne nos clients en fait sur cette partie-là. On mène alors soit des webinaires sur ce sujet de communication, soit des ateliers dédiés du coup consacrés à un seul client, où on définit un plan de communication ensemble pour accompagner ce changement. Super, merci Anna. Donc, on voit une fois de plus l'importance d'expliquer aussi en amont le pourquoi et le comment, pourquoi est-ce qu'on fait on met en place actuellement cette action de formation et qu'est-ce que les apprenants ont à y gagner, en quoi ça va les aider et leur permettre également de monter en compétences au sein de l'entreprise. Oui, je pense qu'il est vraiment important que la raison d'être du projet soit connue et comprise de tous. Super. Et pour la partie un petit peu les ingrédients magiques pour arriver à une action de formation réussie, selon toi, qu'est-ce que ce serait? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la formation des auteurs et des administrateurs. Donc, les personnes qui vont encadrer cette formation, qui vont créer cette formation, sont formées, sont à l'aise avec le processus à suivre, la marche à suivre, et ont la bande passante nécessaire. Surtout quand on parle d'apprentissage collaboratif, on va solliciter les apprenants, on va leur demander de partager leur avis. Parfois, c'est une évidence pour les apprenants, parfois, c'est un changement d'habitude. Et quand ils jouent le jeu, il est essentiel qu'ils reçoivent un retour aussi. Donc, il y a ce côté collaboratif implique forcément que les auteurs et les administrateurs soient engagés aussi et la bande passante pour cette partie-là. Je dirais aussi la planification. Voilà, on ne va pas improviser au fur et à mesure, mais on va vraiment avoir aussi bien au niveau du contenu, on va avoir un déroulé pédagogique, mais aussi au niveau de la communication et tout le marketing autour de ce qu'on fait, on va avoir un plan de communication et pourquoi pas un plan d'animation aussi d'une formation. Pour partager, par exemple, on a de super exemples clients, pour partager le nombre de personnes inscrites la première semaine sur une formation, pour féliciter la personne avec le meilleur score, pourquoi pas même mettre en place un challenge pour féliciter ceux qui terminent une formation avec le meilleur score dans le meilleur temps. Donc voilà, planification pour toutes les actions qui vont avoir lieu, utilisation de bonnes pratiques, des bonnes pratiques en pédagogie digitale, et tout ce qui est prise de feedback et amélioration continue, qu'on a mentionné déjà un petit peu tout à l'heure. Super, donc on voit que c'est plusieurs éléments qui au final se combinent, mais sont importants pour mettre en place une action qui soit efficace. Oui. Je vois qu'il y a une petite question dans le chat, juste un petit aparté. On va terminer avec la dernière question et on y répondra juste après. Je vous remercie. Donc Anna, la dernière question, comment mesurer le succès d'une action de formation? Comment mesurer le succès d'une action en formation? Ça revient un tout petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que tout d'abord, il faut vraiment définir l'idée de réussite, en fait. Si on va mesurer le succès, il faut qu'on soit au clair sur ce que ça signifie concrètement. Et pour faire ça, on peut fixer des objectifs en fonction des métriques clés que l'on cible. Donc, pour moi, il y a deux niveaux qui sont très importants. Le premier niveau, ça va être bien sûr le taux de participation et le taux de complétion. Là, c'est vraiment des métriques qui vont permettre de vérifier qu'on a formé suffisamment de monde, tout simplement. Donc, c'est des statistiques qui sont faciles à sortir, globalement faciles à suivre, qui parlent généralement à tous et qui permettent de donner une première idée de où on en est avec la formation. Par contre, je pense qu'il est vraiment important d'avoir un deuxième niveau qui va suivre, où on va mesurer l'impact. Parce que mesurer le nombre de personnes formées, c'est très bien, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur l'impact de cette formation. Donc pour ça c'est vraiment le facteur de réussite important pour moi ici dans cette partie mesure,
quel changement va s'opérer grâce à cette formation, quel retour sur investissement. Et pour ça, chez 360 Learning, on utilise un modèle, c'est le modèle Kirkpatrick, qui fonctionne avec 4 niveaux. Le premier niveau, ça va être la réaction immédiate des apprenants. Donc, ça peut être un sondage de satisfaction à la fin d'un cours, par exemple. Vraiment voir, du coup, comment est perçue la formation tout de suite. Deuxième niveau, ça va être l'apprentissage. Donc là, on va pouvoir vérifier via un quiz qu'est-ce qu'ils ont retenu. Ça peut être un cas d'étude aussi, ou même un cas pratique évalué par un manager ou un formateur en direct. Troisième niveau, et c'est là où vraiment on commence à rentrer dans l'impact, ça va être le comportement. Donc, est-ce qu'ils utilisent ce qu'ils ont appris? Et là, ça peut être une évaluation faite par un manager, ça peut être de l'auto-évaluation aussi. Parfois, en fonction du contexte, ça peut être des inspections. Voilà, je viens sur place et je vérifie. Si je prends l'exemple d'une formation sur des nouvelles règles de merchandising dans le retail, bah, on peut venir vérifier qu'elles sont bien mises en place, par exemple. Et puis enfin, quatrième niveau, les résultats de manière un peu plus macro. Donc là, on va prendre un peu de recul et on va se dire, OK, quel est le changement que je souhaite voir au sein de l'entreprise et quels sont les chiffres qui peuvent m'aider. Alors, c'est assez difficile d'avoir une corrélation exacte, mais voilà, quels sont les indicateurs qui peuvent m'aider à voir si j'agis à ce niveau-là. Donc, sur une formation pour des personnes qui travaillent sur un site de production, ça peut être la rapidité, le nombre d'unités produites sur un laps de temps. Si je suis dans un contexte d'onboarding, ça peut être le taux de rétention après un certain nombre de mois. Voilà, ça va être assez spécifique en fonction du besoin. Mais en tout cas, on va voir les 4 niveaux: réaction, apprentissage, comportement et résultats macro. Ok, merci Anna. Donc, on peut vraiment dire qu'il y a un avant et un après, en fait. Si une action de formation a été bien faite, on devrait voir un changement de comportement et au final, une amélioration au niveau de la productivité, mais également du comportement de l'employé. On peut peut-être voir aussi également un petit peu plus d'épanouissement ou un salarié qui est plus confortable dans son travail. Alors effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai pas mentionné, qui est d'une importance extrêmement haute. C'est une considération importante aussi. Pour moi, le point clé, c'est on va pas juste chercher à former les apprenants. En fait, on va réfléchir à ce que cette formation doit générer. Et c'est vraiment en réfléchissant impact qu'on va y arriver. Ok, super, merci Anna. Avant de conclure cette partie, on va juste du coup revenir à la question qui nous a été posée. Donc, on a la question suivante. Observez-vous un onboarding différent selon les profils des apprenants? 360 Learning s'adresse-t-il à tous les publics? Donc, si je reviens à la première question, observez-vous un onboarding différent selon les profils des apprenants? Oui. Alors oui, la réponse courte est oui. Pour donner quelques exemples, on va avoir des onboardings. Déjà, il y a une différence entre des équipes terrain et des équipes basées dans des bureaux. Les équipes terrain, très souvent, elles sont sur mobile, donc on va repenser un peu le format pour que ce soit simple à suivre sur mobile, pour que ça corresponde aux habitudes mobiles, où le laps d'attention est plutôt court, où il faut un affichage très épuré. Parfois, il peut y avoir des problèmes de connexion, donc il faut penser à ce qui va pouvoir s'afficher facilement si c'est le cas, versus un onboarding des équipes bureaux, où là, on va peut-être pouvoir utiliser plus de support parce que la connectivité sera bonne, des formats un peu plus longs, même si on ne va jamais faire d'un coup un cours d'1 heure sur la plateforme. Donc oui, dans un premier temps, ça c'est l'exemple qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on s'adresse à tout public? Tout à fait. Pour citer quelques exemples, chez nos clients, on accompagne des organismes de formation, on accompagne des entreprises dans différents secteurs et sur les 8 cas d'usage que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, ça peut être onboarding dans l'industrie, comme ça peut être dans le retail. Donc voilà. Super, merci beaucoup Anna. Merci Nolia, j'espère que nous avons répondu à votre question. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans le chat et si on peut, on fera une pause dans la présentation pour y répondre ou sinon on y reviendra à la fin. Donc, merci beaucoup Anna pour cette deuxième partie. Donc, au niveau de la culture de formation, ce qu'on retient, c'est que c'est quelque chose qui est désormais stratégique. Le débat n'existe même plus. Toutes les entreprises depuis le Covid sont vraiment mises à la page à ce niveau-là.
c'est quelque chose qui doit être vraiment bien encadré, bien pensé, étudié en amont et qui doit être accompagné au moment de sa mise en place. Et on voit également les enjeux des résultats, en fait, de mesurer l'impact de la formation, voir vraiment s'il y a un avant et un après. Et également, ces résultats, on l'a pas mentionné, mais l'intérêt également, c'est peut-être aussi de pouvoir corriger le tir, si je puis dire. C'est-à-dire que si on voit que la formation n'a pas eu des résultats espérés, apprendre pour le futur, identifier les éléments qui n'ont peut-être pas fonctionné ou essayer d'autres choses, peut-être avec plus de gamification ou plus d'intervention de la part des apprenants. Tout à fait. Et c'est vraiment l'une des richesses de l'apprentissage collaboratif. On peut avoir ces retours en temps réel de la part des apprenants et en tant qu'auteur, on peut réagir tout de suite. On peut voir les modules qui sont le mieux accueillis par les apprenants, qui sont le moins bien accueillis. On peut comparer. On peut même voir au niveau d'une activité quelles sont les réactions, qu'est-ce qui a été apprécié, moins apprécié et adapté en fonction. Et pareil, la mise à jour est implémentée en temps réel aussi. Donc, les apprenants ont accès à la version mise à jour tout de suite. Super, merci beaucoup Anna. Écoute, tu m'as même fait la transition pour la partie suivante en lien avec l'apprentissage collaboratif. On va donc pouvoir passer sur la partie outils. Donc là où je te laisse un petit peu présenter également en quoi 360 Learning aide à la mise en place de l'apprentissage collaboratif. Oui, avec plaisir. Alors, 360 Learning associe les capacités d'un LMS, c'est ce qu'on voit dans le premier carré sur la slide, la partie verte, les capacités d'un LMS et d'une LXP, donc ça c'est tout ce qu'on voit dans la partie bleue, à des académies d'apprentissage collaboratif, afin de stimuler la montée en compétences des collaborateurs. Donc un exemple client peut-être juste pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de concret sur la partie académie. Un exemple qu'on a chez nos clients actuellement, c'est un client retail dans le sport qui a une académie, donc une communauté merchandising par exemple, où ils vont monter en compétence sur cette thématique spécifique. Et l'idée, c'est vraiment, on va pouvoir assurer l'intégration et la formation des collaborateurs, des équipes terrain, des clients, des partenaires, en fonction du cas d'usage du client, le tout en un seul endroit sur la plateforme. Donc, ce que vous voyez sur la slide, si je rentre dans le détail de la partie LMS, c'est qu'on a un outil auteur. On peut intégrer du SCORM aussi. On peut emporter des utilisateurs directement dans la plateforme. On peut gérer le blended. C'est peut-être quelque chose que j'aurais dit tout à l'heure quand j'ai parlé de présentiel. On peut tout à fait, depuis la plateforme, créer les cours e-learning, bien sûr, mais aussi piloter la partie présentielle pour avoir une seule expérience fluide pour l'apprenant. Il reste au même endroit pour le suivi de ces deux types de formation. Deuxième partie, LXP, on va pouvoir intégrer des contenus sur étagère. On a de multiples manières de jouer sur l'expérience des apprenants pour vraiment faire en sorte que ce soit engageant. On a mentionné la gamification tout à l'heure. C'est un excellent exemple. On a tout ce qui est mobile. Je l'ai mentionné pas mal aussi aujourd'hui. Et l'apprentissage en situation de travail. Et ça va pas mal avec le mobile, mais on a des exemples d'équipes en atelier de production, par exemple, où ils ont la possibilité d'aller chercher des tutos en direct si besoin. Et dernière partie sur ces académies, là, c'est vraiment tout ce qui est communauté. On va pouvoir avoir des communautés d'auteurs pour créer ensemble. On va pouvoir personnaliser en fonction des besoins de chaque communauté. Et on va pouvoir vraiment créer de véritables académies internes, de monter en compétences, où il y a une population qui évolue ensemble sur les différentes thématiques de formation. Super, merci beaucoup Anna. Et peut-être on peut également rappeler en tout cas que Geniali et 360 s'intègrent parfaitement. Je ne sais pas si tu as quelques exemples que tu peux nous citer. La majorité de vos clients, comment en fait est-ce qu'ils utilisent Geniali, comment ça s'intègre avec 360 Learning? Pour être tout à fait honnête, c'est l'outil que je recommande le plus souvent à mes clients. Je suis une grande utilisatrice de Geniali aussi en tant que créatrice de contenu, tout simplement parce que je trouve que le rapport temps passé, facilité de prise en main versus impact est ultra intéressant. Notamment grâce aux templates, en fait, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'utilisent nos clients énormément. Ils partent des templates existants, donc ils ont une mise en page, ils ont déjà quelque chose qui est ultra impactant visuellement, avec même des effets sonores, etc. Ils intègrent leurs questions ou leur contenu, et en quelques minutes, ils ont quelque chose d'extrêmement abouti. Et ça, c'est important quand même pour les créateurs de contenu, de ne pas avoir à
un outil supplémentaire difficile à prendre en main. Donc là, la transition se fait très facilement et aussi de pouvoir créer rapidement et efficacement. Super, merci Anna. C'est vrai que comme tu dis, on essaie de mettre à jour notre base de templates. Donc tous les mois, il y a de nombreux templates qui sortent pour répondre un petit peu à la demande de nos clients, surtout sur la partie donc, corporate. Et c'est vrai que ça, c'est un gain de temps qui est assez important, d'autant plus que désormais, il y a beaucoup d'options au niveau de la personnalisation des modèles. Vous pouvez changer les couleurs, le style de texte, etc. Et très souvent, il y a de nouvelles interactivités qui sont mises en place. Il y a également de nouveaux modèles qui sortent au niveau de la gamification. On peut également réutiliser ce qui a été créé par une autre personne. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités à ce niveau-là pour vraiment faire gagner du temps et pouvoir mettre en place quelque chose d'impactant et qui permette d'engager également le public lors de la formation. Donc, c'est là où on se rejoint un petit peu avec l'apprentissage collaboratif. C'est vraiment permettre d'interagir, de faire participer les apprenants et également d'avoir un suivi parce qu'avec Geniali, on peut également suivre les statistiques. Donc, il y a également 360, d'avoir des retours sur l'action de formation. Il y a peut-être deux éléments supplémentaires qui me paraissent importants. Tout d'abord, la gamification, vraiment la partie gamification. On sait, grâce à de nombreuses études et aussi grâce à notre expérience avec nos clients, que la gamification est bénéfique pour l'apprentissage. L'erreur est importante quand on apprend. Et quand on est dans un contexte de gamification, on est plus à l'aise avec le fait de faire des erreurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut viser quand on crée du contenu. Et Geniali aide énormément, notamment grâce à ces templates. Donc ça, c'était la première chose. Et le deuxième point, alors ça, c'est en fonction des cas d'usage, mais notamment pour tout ce qui est formation logicielle, ce qui est un vrai cas d'usage à part entière chez nous. Les logiciels ont souvent des mises à jour, donc il faut mettre à jour la formation. Et si on a le même contenu dans 4 formations différentes, il est intéressant d'avoir un seul fichier source. Et si on a notre Geniali fichier source qui est ensuite intégré dans ces différentes formations, du coup, on n'a qu'une seule mise à jour à faire directement sur Geniali et on sait que l'ensemble des contenus de formation vont être à jour tout de suite. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi. Oui, c'est vrai, quand on modifie un élément sur Geniali, directement, hop, on sauvegarde ou la sauvegarde automatique se met en place et ça impacte tous les autres fichiers qui contiennent ce Geniali. Ça sera mis à jour automatiquement. Donc, il n'y aura pas besoin de rentrer dans chacun des fichiers et faire la modification. Donc, c'est vrai qu'au niveau de gain de temps, c'est quelque chose d'assez pratique. Et ils sont intégrés directement sur la plateforme via Code Embed. Là, c'est juste un copier-coller. Donc, on reste dans l'environnement 360 Learning, mais on a la version la plus à jour du contenu systématiquement. Exactement. On a en fait les deux outils qui s'intègrent et qui se combinent très, très bien. Écoute, merci beaucoup, Anna, pour tous ces éléments de réponse. Merci aussi. Donc, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que l'apprentissage collaboratif, si c'est quelque chose qui est à la mode, si je puis dire, aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Il faut que ce soit bien encadré, bien mis en place, bien pensé en amont et bien accompagné dans sa mise en place, justement. Et puis surtout, faire participer le plus possible les apprenants, avoir leur retour, faire en sorte qu'ils puissent échanger entre eux, parce que c'est comme ça également qu'ils vont apprendre, non pas seulement avec le formateur, mais entre eux, avec le partage de connaissances. Et puis, au niveau de la communication d'entreprise, c'est également quelque chose d'important parce qu'on va pouvoir communiquer sur les actions qui ont été faites, comment elles ont été mises en place et par la mesure des résultats, de savoir comment également mettre en place les prochaines actions de formation, qu'est-ce qui a bien marché pour ces employés, qu'est-ce qui a bien marché pour ce profil d'apprenant. Donc, c'est un modèle qui fonctionne très bien aujourd'hui, même si, comme tu l'as dit, il n'y a pas un seul modèle pour vraiment s'adapter aussi bien au contenu d'information qu'aux apprenants auxquels nous avons le cours aujourd'hui. Donc, merci Anna pour vraiment tous ces éléments d'information. On va pouvoir passer aux questions. Je vois dans le chat, je ne crois pas qu'on en a 21. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez actuellement. Vous avez également nos contacts ici si vous souhaitez nous contacter. Donc, pour ma part, océane@geniali.com et pour Anna, anna.lies@360learning.com. Simplement, je voulais revenir également sur un élément que tu as mentionné, Anna. Donc, au niveau de la gamification, simplement pour rappeler à notre audience aujourd'hui qu'on a également avec Geniali un webinaire de prévu sur la gamification, donc ce mercredi à 16h, donc de 16h à 16h45. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'a pas encore été fait. Anna, je ne sais pas également si tu souhaites ajouter quelque chose.
je pense qu'on a couvert l'essentiel. Effectivement, peut-être juste tous les sujets qu'on a couverts, ça fait partie de l'accompagnement qu'on propose aux clients 360 Learning. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a 2 formats d'accompagnement, soit un suivi de webinaire sur la partie pédagogie digitale, sur la partie mise en place de la plateforme d'un point de vue administratif et aussi sur la partie communication. Donc, tout ça peut être traité via webinaire. Ou alors, si le client souhaite, on peut avoir des ateliers en plus petit comité où on va vraiment se focaliser sur le cas d'usage du client pour couvrir les mêmes sujets. Donc, quand j'ai dit qu'il s'agit d'un projet de conduite du changement, on l'aborde vraiment comme ça chez nous et on accompagne nos clients tout le long. Ok, super. Merci beaucoup, Anna, pour ces éléments complémentaires. S'il n'y a pas de questions, je voulais simplement également maintenant vous communiquer un petit peu ce que je vous avais dit en amont au niveau d'un QR code à scanner. Je vous invite à prendre vos téléphones. Donc, chez Geniali, très récemment, nous avons lancé un programme d'ambassadeurs. Et n'hésitez pas donc à scanner le QR code qui s'affiche actuellement pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce programme. Si vous connaissez très bien Geniali, vous l'utilisez dans votre quotidien, vous êtes un adepte et vous le recommandez sans limite. Ce programme peut être intéressant pour vous. N'hésitez pas donc à scanner le QR code qui apparaît actuellement. Vous pourrez avoir plus de détails sur le programme et remplir un formulaire d'inscription très rapide, simplement les questions basiques. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Et ensuite, nous reviendrons vers vous donc, pour donner suite à votre demande d'inscription. Je rappelle également que toutes les personnes qui ont été inscrites dans ce webinaire participent également à un tirage au sort qui aura lieu cette semaine et qui pourra bénéficier donc d'une licence premium offerte. Donc voilà, nous tiendrons informés du résultat de ce tirage au sort. Et vous recevrez également cette semaine une newsletter qui reprendra donc un petit peu tous les webinaires qui ont été réalisés cette semaine durant les Geniali Talks. Donc, comme je rappelle, c'est une série de webinaires qui a lieu en ligne, en direct et pour plusieurs marchés. Donc, vous aurez également l'option de choisir de revoir un webinaire qui a été fait en espagnol, en anglais, etc. Et vous avez toujours l'opportunité de vous y inscrire. Si vous souhaitez participer à un webinaire qui sera fait cette semaine en anglais ou en espagnol, n'hésitez pas à vous inscrire également. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on va pouvoir fermer la session pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Anna. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à 360 Learning de répondre présent et de pouvoir présenter des webinaires aussi, en tout cas on l'espère, utiles et instructifs à nos auditeurs. Bon, écoutez, merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous.